Le film s'ouvre quelque part dans le désert du Sahara, où notre protagoniste, Jacques, arrive pour mener une enquête. Des semaines plus tôt, une équipe de scientifiques dirigée par un professeur nommé Bormann avait été envoyée pour étudier ce site de forage. Mais une tempête de sable soudaine a frappé la région, et aucun des 25 membres de l'équipe n'a donné de nouvelles depuis 3 jours. Par conséquent, Jacques, qui travaille pour une entreprise d'énergie, est venu ici seul pour localiser les scientifiques. À son arrivée, Jacques trouve l'endroit désert avec aucun signe de vie humaine. Il entre dans l'installation, mais il n'y a personne non plus, et plusieurs vêtements et bottes sont éparpillés sur le sol. Il avance jusqu'à une grande chambre froide remplie de viande provenant de divers animaux. Il y a aussi un corps sans vie enveloppé dans du plastique, mais Jacques ne le remarque pas et quitte la pièce. En explorant l'installation, il commence à entendre des bruits perturbants au loin. Jacques prépare son arme et part enquêter, mais il ne parvient pas à localiser la source du bruit. Il découvre bientôt une pièce avec des messages arabes cryptiques griffonnés en sang sur les murs. Il y a même des traces d'un rituel dans lequel un chacal a été dépouillé et sacrifié. Cela choque Jacques, et il se dirige immédiatement vers l'extérieur pour rejoindre son jeep. Il communique ensuite avec son quartier général par radio et envoie des photos des écrits pour qu'ils soient traduits. Plus tard dans la nuit, Jacques se détend dans l'une des chambres et commence à lire des documents qu'il a trouvés. Il découvre que les scientifiques avaient l'intention d'utiliser l'exploration géocentrique pour trouver de nouvelles créatures thermophiles capables de survivre à des températures élevées. Il trouve également une vidéo des scientifiques célébrant avec joie, ce qui indique qu'ils ont réussi leur mission. Plus tard, alors que Jacques dort dans son véhicule, il se réveille soudainement à cause de bruit. Il est horrifié de voir plusieurs mains essayer de l'atteindre à travers la fenêtre. La vision disparaît rapidement, mais Jacques est tellement terrifié qu'il prend sa couverture et se retire à l'intérieur de l'installation pour dormir. Le lendemain matin, il poursuit son exploration et découvre une pièce avec du café fraîchement préparé. Cela lui fait réaliser que quelqu'un d'autre vit ici. Jacques va immédiatement à son véhicule et se prépare à informer son quartier général de sa découverte. Mais il est interrompu lorsqu'il remarque une femme qui fait du jogging au loin. Jacques raccroche et la suit lorsqu'elle entre dans la salle de bain pour prendre une douche. Il lui demande alors ce qui se passe et qui elle est. La femme révèle que son nom est Jenny Christensen et qu'elle faisait partie de l'équipe scientifique. Elle affirme que le professeur Bormann est mort et qu'ils doivent quitter cet endroit immédiatement. En entendant cela, Jacques se dirige vers sa radio et informe son quartier général à propos de Jenny. Il veut retourner, mais son supérieur lui ordonne de rester et de continuer à recueillir des informations. Jacques n'a d'autre choix que de se conformer, alors il se dirige à l'intérieur et découvre un cadavre dans le congélateur. Jenny arrive et révèle qu'il s'agit du médecin en chef, qui est mort d'une crise cardiaque. Il y a aussi le corps du docteur Bormann, qu'elle affirme avoir été tué par leur géologue en chef. Jenny supplie qu'il parte immédiatement, mais Jacques, suspicieux, l'ignore. Ensuite, les deux passent l'après-midi à faire connaissance, et Jacques révèle que sa femme est morte il y a longtemps. Il exige de savoir plus sur le projet, alors Jenny le mène vers un trou et révèle qu'ils ont creusé environ 9 miles dans le sol à cet endroit. Après cela, Jacques jette un papier dans le trou, mais Jenny explique qu'il faut 5 minutes pour qu'un objet atteigne le fond. Jacques regarde alors en bas et voit une vision de murs tachés de sang, ce qui lui donne des vertiges. Il se demande pourquoi elle ne figure pas dans les vidéos de célébration, et Jenny affirme qu'elle était celle qui les a enregistrées. À ce moment, Jacques est frappé à la tête par quelque chose et s'effondre au sol. Jenny s'approche alors de lui et le porte à l'intérieur du laboratoire. Plus tard, elle enferme Jacques dans la pièce et se dirige vers son jeep. Elle tente de s'échapper mais est déçue de ne pas trouver les clés. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'installation, Jacques reprend conscience et remarque du sang qui coule du plafond. Le sang commence bientôt à couler en grande quantité, le plongeant dans un état de panique. Jacques tente de s'échapper mais trouve la porte verrouillée. Juste lorsqu'il commence à perdre espoir, Jenny arrive et le sang disparaît soudainement. Il lui informe anxieusement de ce qui s'est passé, mais elle balaie cela comme une simple hallucination et lui dit de se reposer. Après quelques heures de repos, Jacques retourne à son jeep et parle avec son quartier général. Il est choqué d'apprendre qu'il n'y avait pas de femme dans l'expédition, et qu'il n'y a aucun enregistrement d'une personne nommée Jenny. Après l'appel, Jacques la trouve immédiatement et l'affronte à propos de ce qu'il vient d'apprendre. Jenny le conduit à l'intérieur et admet que les femmes n'étaient pas autorisées sur le site en raison de contraintes budgétaires qui empêchaient la séparation des quartiers. Mais elle tenait désespérément à faire partie de l'équipe, alors le professeur Bormann a falsifié son nom et son sexe. Pour le convaincre, Jenny lui montre une vidéo datant d'une semaine dans laquelle elle est vue portant des vêtements de laboratoire et travaillant sur le site. Un Jacques confus exige ensuite de savoir ce qui s'est exactement passé sur le site. Jenny finit par révéler qu'une fois que le projet a atteint une profondeur de 9 miles, le forage a pénétré dans une caverne souterraine. Ils ont abaissé un dispositif d'écoute dans la caverne,
qui a enregistré des bruits bizarres. Jenny fait écouter l'audio et ils entendent des milliers de voix criant de douleur et d'horreur. Elle révèle que l'équipe a spéculé qu'ils avaient percé l'enfer lui-même. Peu après, tout le monde sur le site a commencé à avoir des hallucinations de proches décédés. Cela a provoqué de l'hystérie et de la violence, et beaucoup sont morts, tandis que les autres ont disparu. Jacques n'est pas sûr de la croire, mais il trouve l'enregistrement profondément perturbant. Ailleurs, au quartier général, on voit les collègues de Jacques analyser les photos des phrases arabes qu'il a envoyées. L'un des hommes, qui comprend la langue, révèle que cette phrase est utilisée pour invoquer un démon séducteur qui s'attaque aux hommes. Il explique qu'au début, elle leur cause des problèmes et finit par les pousser à se suicider. Le soir, Jacques explore l'endroit lorsqu'il voit soudainement une vision de sa défunte femme, Suzanne, dans une robe bleue. Cependant, il se ressaisit rapidement et se rend compte qu'il s'agit en fait de Jenny qui l'invitait à dîner. Les deux s'assoient pour manger, et Jenny surprend Jacques en préparant un gâteau car c'est son anniversaire. Il est choqué qu'elle sache cela, et elle affirme avoir vérifié son identifiant. Quoi qu'il en soit, Jacques n'est pas heureux de son anniversaire car, ce jour-là, il y a 6 ans, sa femme s'était tragiquement suicidée avec leurs 2 enfants. Jacques admet qu'il était policier et toujours occupé par son travail. Cela a poussé sa femme à soupçonner qu'il avait une liaison, et elle a finalement pris une décision radicale. Jacques se sent encore coupable d'avoir travaillé pendant son anniversaire au lieu de rester avec sa famille. Il devient émotif, alors Jenny s'approche pour le réconforter. Une chose en entraînant une autre, ils commencent à s'embrasser passionnément. Mais Jacques voit soudainement une vision de Suzanne au loin, ce qui le pousse à s'arrêter et à partir. Plus tard dans la nuit, Jacques essaie de dormir lorsqu'il est approché par sa défunte femme. Mais elle se transforme rapidement en Jenny, qui lui assure que tout va bien. Elle recommence à le séduire, et les deux ont finalement des rapports sexuels. Après que Jacques s'endorme, il rêve à nouveau de Suzanne tenant une arme contre sa tête et l'accusant de l'avoir trompé. Elle tire ensuite sur leurs enfants devant lui avant de se suicider, laissant Jacques horrifié. À son réveil, Jacques se retrouve nu et seul dans son lit. Il s'habille rapidement et cherche Jenny, mais elle est introuvable. Jacques se dirige ensuite vers la salle de bain, où une figure horrifiante avec un corps en décomposition l'attaque. Il s'enfuit terrifié, mais Jenny l'approche rapidement, le calme et lui assure que tout va bien. Après un certain temps, Jenny va faire un jogging, tandis que Jacques regarde la vidéo qu'elle lui avait montrée plus tôt pour prouver qu'elle avait travaillé là-bas. Cependant, il est choqué lorsqu'il remarque son propre chapeau dans les images, ce qui signifie qu'elle l'a récemment enregistré. Jacques contacte immédiatement son équipe et leur demande de venir avec des renforts. Il charge ensuite son arme et commence à chercher Jenny pour l'affronter. Pendant ce temps, Jacques tombe accidentellement dans un trou rempli de crânes humains et de boue. Il en sort avec un immense effort et se précipite vers l'installation. Plus tard, pendant que Jacques prend un bain, Jenny apparaît et s'approche de lui par derrière. Mais il l'attaque immédiatement avec la barre de douche et l'accuse d'avoir tué tout le monde. Il regrette bientôt ses actions et part chercher des premiers secours pour la soigner. Cependant, lorsqu'il revient, Jenny est déjà partie de la salle de bain. Il commence à la chercher dans toute l'installation lorsqu'elle réapparaît et le frappe. Jacques réussit à s'échapper d'elle et se verrouille dans une pièce. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, il voit Jenny le fixer avec des yeux rouges, ce qui le perturbe profondément. Peu après, Jacques regarde autour de lui et trouve un CD laissé là par le professeur Bormann. Il lit la vidéo dans laquelle Bormann explique de manière urgente que le diable a été libéré. Le professeur révèle également que ce diable peut se transformer en diverses formes et manipuler les gens, mais qu'il ne devrait pas lui faire confiance. En entendant cela, Jacques est stupéfait et suppose que Jenny est le diable dont parlait le professeur. Lorsqu'il sort de la pièce un peu plus tard, il commence à entendre les voix de ses membres de famille décédés. Jacques suit les voix et finit par se retrouver dans la cuisine, où Jenny cuisine. Elle lui sourit et admet qu'elle est en effet le diable et qu'elle jouait juste avec lui. L'homme terrifié essaie de lui tirer dessus, mais son arme se transforme soudainement en briquet, et Jenny éclate de rire de manière maniaque. Elle affirme que s'il vend son âme, elle le laissera enfin tranquille. N'ayant pas d'autre option, Jacques accepte, et Jenny lui ordonne de dire à Lucifer « Je te vends mon âme 6 fois ». Le pauvre homme s'exécute, mais nous voyons que Jenny faisait tout ce drame pour se rapprocher de lui et lui voler les clés de son véhicule. Elle finit par les prendre et informe Jacques qu'il est maintenant libre. Jenny se dirige ensuite vers le Jeep et décide de quitter cet endroit pour de bon. Mais après mûre réflexion, elle se rend compte qu'elle ne peut pas se résoudre à abandonner Jacques. Pendant ce temps, Jacques vit une autre hallucination de sa famille décédée célébrant son anniversaire. Il choisit de rester avec eux cette fois et souffle sa bougie. À ce moment, Jenny apparaît dehors et lui demande de venir avec elle. Cependant, Suzanne devient hystérique et commence à l'accuser de tromperie avec cette femme. Jacques refuse d'abandonner sa famille,
mais Jenny affirme qu'ils ne sont pas réels et que ce n'est que son imagination. Bientôt, sa famille se transforme en carcasse d'animaux, et Jacques réalise que Jenny avait raison. Les deux montent ensuite dans le jeep pour partir, mais Jacques voit à nouveau une vision de sa femme. Il suppose que Jenny est le diable essayant de le tromper et la poignarde donc dans l'abdomen avec un tournevis. Cela la pousse à sortir immédiatement du véhicule et à courir dans l'installation pour chercher des premiers secours. Jacques, quant à lui, prend de l'essence de son jeep et se dirige à l'intérieur. Il la verse partout et met le feu. Quelques instants plus tard, Jacques se sent tout étourdi et remarque un monstre venant vers lui. Mais heureusement, il s'avère que c'est un membre de l'équipe de secours. Il lui demande où est Jenny et révèle également qu'elle est en réalité une personne réelle. Un Jacques choqué pointe alors vers la maison en feu, et ils réussissent à la sauver à la dernière minute. Le lendemain, Jacques rencontre ses supérieurs et apprend que la cavité s'est formée il y a des millions d'années, piégeant une grande quantité de matière biologique. Lorsque la cavité a été percée, elle a émis des nuages de spores qui ont causé des délires et des hallucinations. Jenny faisait effectivement partie de l'équipe, mais elle a été moins affectée car ses quartiers étaient séparés de l'installation principale. Les autres scientifiques sont toujours portés disparus, et d'après les empreintes dispersées, ils pourraient être quelque part dans le désert. Lorsque Jacques s'informe de l'enregistrement, son patron le rejette comme des bruits aléatoires causés par des courants d'air étranges autour du site de l'excavation. Dans l'après-midi, Jacques rend visite à Jenny, qui se remet à l'hôpital. Il s'excuse de l'avoir poignardée, mais elle le rassure en disant que ça ne la dérange pas. Pendant qu'ils discutent, Jacques remarque un CD dans son sac, que Jenny lui avait un jour montré pour prouver qu'elle faisait partie des scientifiques. Jacques fait semblant de la prendre dans ses bras et glisse discrètement le CD dans sa poche avant de partir. Il retourne ensuite vers ses supérieurs et leur joue le CD pour essayer de prouver que Jenny est une imposteur. Jacques pointe son chapeau dans l'arrière-plan, ce qui signifie qu'elle a fabriqué la vidéo. Cependant, ses supérieurs examinent les images de près et réalisent que ce n'est pas un chapeau mais un casque de sécurité. Ils voient aussi des images de Jenny interagissant avec les autres membres de l'équipe, prouvant qu'elle faisait bien partie de l'équipe. Les supérieurs sont désormais mécontents du comportement de Jacques et décident de lui accorder un peu de temps pour se concentrer sur sa santé. Plus tard, un Jacques regretteur retourne rendre visite à Jenny à l'hôpital pour s'excuser. Mais en s'approchant de sa porte, il la voit se transformer en une femme horrible et rire de manière maniaque. Jacques, pensant à nouveau que Jenny est le diable, attrape l'arme d'un collègue pour lui tirer dessus. Le collègue tente de l'arrêter, mais l'arme se déclenche pendant la lutte, et du sang éclabousse sur le mur. Cela réveille enfin Jacques, qui découvre que la figure terrifiante qu'il a vue était en réalité une vieille femme atteinte de maladie de la peau. Heureusement, Jenny va bien et tout ce que Jacques a tiré était un paquet de sang utilisé pour sa transfusion. Dans la scène finale, un Jacques épuisé sort de la chambre d'hôpital mais il est toujours hanté par les visions de sa défunte femme. Elle lui dit de mettre fin à ses jours, et Jacques lutte pour différencier la réalité de ses hallucinations. Le film se termine lorsque notre protagoniste succombe finalement à la torture et se donne la mort.